j'en étais venue à me demander, mais comment on est arrivé au présent. En fait, comment on passe de ces objets-là qui étaient des bijoux des fois à la vie d'aujourd'hui. Donc, pour plusieurs raisons, j'ai voulu arrêter ma carrière un petit peu. Et j'ai décidé de faire un retour aux études, j'ai décidé de faire des études doctorales. Je voulais continuer à travailler sur le passé des Algonquins, mais je voulais le faire non plus à partir de vestiges matériels archéologiques, mais j'allais le faire à partir d'archives. Et je me suis intéressée au 19e siècle parce que le 19e siècle, c'est une période où il y a vraiment des très, très grands changements dans l'environnement social et physique des Algonquins. Et c'est une période où, pour les Algonquins du Lac-Témiscamingue, il y a la foresterie, la colonisation qui s'installe, il y a un début de relation avec l'État. Il y a aussi l'arrivée des prêtres missionnaires qui étendent leur rayon auprès de ces populations-là. Et je voulais étudier ce changement-là. C'est aussi une période où, au 19e siècle, en général, dans le Moyen-Âge, on vit ces changements-là. Mais jusqu'à là, c'est l'époque où, au niveau du gouvernement, il y a plusieurs mesures qui se mettent en place, comme la plus célèbre, la loi sur les Indiens. Et elle a des répercussions dans la vie d'aujourd'hui. Donc, je voulais étudier cette période de changement-là, et pour faire ça, je voulais étudier deux groupes. Un, les gens du Lac-Témiscamingue, qui ont connu de façon plus forte ces changements-là, et les comparer aux gens du Lac-Abitibi, qui, eux, à cette époque-là, n'ont pas connu ces changements-là, puisqu'ils étaient situés au nord de la ligne de partage des eaux. Et au 19e siècle, comme la foresterie se faisait avec le flottage, on ne faisait pas de foresterie au 19e siècle au Lac-Abitibi. Il y avait effectivement l'arrivée des prêtres missionnaires, mais il n'y avait pas de foresterie comme telle. Il n'y avait pas eu de colonisation avant qu'on construise le chemin de fer. Donc, ça devenait un moyen de comparer les deux groupes pendant cette période-là. Et ma méthodologie pour faire ça, c'était de partir avec les archives. Mais les archives, pour cette période-là, sont tenues par une plume étrangère, dans le sens que les gens qui nous ont laissé des archives, qui nous sont parvenus, c'est pas les personnes qui étaient eux-mêmes membres à part entière de ces sociétés-là. Donc, c'était des observateurs externes, des agents des compagnies marchandes, des missionnaires et plus tard de la correspondance avec le gouvernement. Donc, ils étaient là, ils étaient des témoins de l'époque, mais ils n'étaient pas eux-mêmes membres de ces sociétés-là qui décrivaient. Donc, ils ont perçu, évidemment, comme nous tous, la réalité à travers leurs propres yeux, après leur propre prisme de compréhension. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces archives-là et je les ai comparées, ou enfin, je les ai analysées à la lumière des apports de l'anthropologie, des sources anthropologiques. Donc, des anthropologues du début du 20e siècle, entre autres, qui sont allés dans ces communautés-là, ont fait des entrevues avec des gens, ils se sont fait expliquer des choses. Donc, on a ça. On a aussi des récits de vie plus récents et des travaux d'anthropologues plus récents aussi. Et les récits plus récents nous donnent un éclairage sur un peu la vision du monde, mais dans certains cas, on a des récits sur des périodes plus anciennes aussi. Donc, on a un regard plus récent sur une passée antérieure. Et lorsqu'on met les deux ensemble, on arrive à une compréhension, je crois, vraiment plus globale. Chacune de ces deux sources-là, toute seule, n'aurait pas permis de faire ça. Mais ensemble, j'arrive à une complémentarité fabuleuse, en fait, que je ne pensais pas obtenir. Dans toutes les pages et les pages et les pages de sources que j'ai consultées, il n'y a qu'un cas où il y a une contradiction entre une source plus récente issue de l'histoire orale et une archive écrite. Puis en fait, ça concerne l'identité de quelqu'un. Dans une source écrite, il est identifié comme ceci, puis dans la source orale, on l'identifie comme cela. Mais c'est le seul cas. En fait, dans toutes les autres, dans tout le reste, il y a surtout une complémentarité. Et elles ne disent pas nécessairement la même chose, mais un éclaire l'autre et permet de comprendre l'autre. Donc, c'est comment j'ai procédé. Et le livre, en fait, suit tous ces changements sur tout le siècle. Donc, on commence au début du 19e siècle avec brosser un portrait de la situation au début du 19e siècle, comment était la vie à cette époque-là, comment se faisait la traite des fourrures,
comment il y a des contextes de concurrence marchande, il y a des contextes où il y a des monopoles, donc en fait on peut comparer les deux. Et ça met en lumière des phénomènes qu'on ne connaissait pas pour la région, entre autres les phénomènes des capitaines de traite, qui étaient des personnes reconnues par les compagnies marchandes pour être des bons chasseurs et qu'elles décoraient, en fait elles récompensaient en leur offrant plusieurs choses, mais entre autres des vestes qui étaient issues d'une longue tradition du commerce avec les Français, avec les Anglais aussi. C'est des vestes inspirées de style militaire anglais avec des épaulettes, des boutons en laiton. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que ça en était peut-être une. Parce que cette tradition-là, ces vestes-là ont été transmises dans le temps et on a des descriptions, mais j'avais pas de photos jusqu'à la fin du 19e siècle. Et j'ai pensé que ça en était peut-être une, mais là, finalement, il y a peut-être un problème avec cette interprétation. En fait, il a une veste particulière, l'homme à l'avant de la photo, mais je ne suis pas certaine qu'il s'agisse de ces vestes-là de capitaine de traite. Donc là, bon, ça a été dommage, mais ces vestes, on a des descriptions, mais on n'est pas certain qu'on a une photo. Mais ce phénomène des capitaines de traite-là, on le connaît pour le commerce des fourrures en général, mais on ne l'avait jamais identifié dans la région ici. Puis ça explique un peu le dynamisme de cette rencontre-là du commerce des fourrures avec les gens locaux. Et puis, un des grands changements, le premier grand changement qui survient, c'est l'arrivée des prêtres missionnaires qui, au début, viennent 10 jours par année. Donc, ils font un très grand circuit. Ils passent à plusieurs endroits, puis à partir des années 1840, ils se rendent jusqu'à la baie James. Donc, au cours d'un même trajet estival, ils partent de la vallée du Saint-Laurent, du lac des Deux-Montagnes, puis ils se rendent jusqu'à la baie James, puis ils reviennent. Et ils s'arrêtent à chaque endroit 10 jours. Et ils continuent. Donc, ils ne sont pas là la presque totalité de l'année. Et j'ai analysé la réponse algonquine à cette présence missionnaire-là. Et là aussi, j'ai découvert une dynamique beaucoup plus grande, beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivante que ce à quoi je m'attendais. En fait, je pensais peut-être trouver peut-être une forme de rigidité, et c'est pas du tout ce que j'ai observé. Ce que j'ai observé, c'est vraiment un dialogue entre les missionnaires et les Algonquins, et aussi une certaine convergence dans les conceptions des possibles. C'est-à-dire que les missionnaires présentaient l'essentiel de ce qu'ils considéraient être le message catholique, et les Algonquins ont intégré ça dans leur univers spirituel et conceptuel, et pour eux, ce n'était pas incompatible. Donc, il y a plein d'exemples à cette époque-là où on pouvait fournir une offrande de tabac pour s'assurer d'une traversée sécuritaire, par exemple, mais on pouvait aussi, en plus, faire un signe de croix, on pouvait aussi porter un chapelet, aussi porter des médailles, et c'était pas du tout incompatible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les missionnaires ont réagi, qu'eux non plus ne percevaient pas ça comme étant incompatible. Donc, on pouvait faire les deux. Il y a une sorte de dialogue entre les deux qui donne une forme de catholicisme caractéristique et typique de ça. Donc, ça occupe une grande partie de la réflexion. Et puis, la fin du livre c'est le dernier tiers du 19e siècle, où on s'intéresse à la foresterie, l'arrivée de la colonisation au Témiscamingue et l'application de l'État, quoiqu'elle reste très, très limitée à cette date-là. Et ça, c'est vraiment plus pour les changements au Témiscamingue. Parce qu'à la même époque, au lac Abitibi, les gens continuent un mode de vie tourné vers la chasse, la pêche, la récolte des fourrures, et ils échangent ça au poste de traite. Et ce que les commerçants nous disent, c'est que les gens se portent très, très bien. En fait, à la fin du siècle, pour les gens du lac Abitibi, la rentabilité est grande et le pouvoir d'achat est grand. Donc, ces gens-là vivent très bien. Ils chassent, ils se nourrissent eux-mêmes des produits de leur chasse, mais en plus, ils achètent des biens matériels qu'ils ne pouvaient pas obtenir auparavant, incluant de la nourriture sèche. Donc, à la fin du siècle, on a l'introduction de la farine. Pour les gens du lac Témiscamingue, là, autour du lac Témiscamingue, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est beaucoup plus variable. Donc, pour certains secteurs, il y a des colons qui s'installent et qui s'installent sur le territoire. Et là, il y a une sorte de diversité dans les devenirs. Dans certains cas, certains Algonquins ont dû faire des choix et ils ont pu, dans certains cas, se donner à l'agriculture. À la tête du lac Témiscamingue, on a des agriculteurs algonquins qui sont prospères. Dans certains cas, ils se tournent vers du travail salarié ou une complémentarité des deux.
Et dans certains cas, lorsqu'il n'y a pas de plan B, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, en fait, la dernière partie du livre illustre un peu la complexité des devenirs et la diversité des devenirs dans cette société changeante. Donc, c'est ça qui fait le tour de la période. On arrive à la fin du siècle avec ça. Donc, en fait, la conclusion générale du livre, c'est que les gens ont intégré ces changements-là d'une façon dynamique en faisant des choix dans les options qui leur étaient proposées. La librairie En Marge et Septentrion nous offrent un vin d'honneur et des petites bouchées. Donc, je vous invite à y aller. Et puis, on peut prendre des petites questions aussi, si jamais ça vous intéresse. Merci.